Bonsoir tout le monde, nous vous remercions d'être là et nous allons commencer le séminaire. Alors, séminaire organisé donc par la section du SPECSUP qui s'est créée en 2009 et qui s'est dès le départ fixé deux axes essentiels disons d'action, à savoir la défense des carrières des personnels avec primauté de l'intérêt général sur les terrains individuels, et le deuxième axe était de faire le lien entre la question des carrières, justement, du personnel, et celle du contexte. Ça veut dire de réfléchir à ce que doit être une université qui, normalement, se doit être au service du développement du territoire sur lequel elle se situe. Alors, donc je ne vais pas être long, je vais simplement indiquer les objectifs du séminaire qui, disons, qui sont dans la continuité du travail établi par le SPECSUP et qui d'ailleurs avait été fixé bien avant tout ce qui se passe actuellement, aussi bien en Guyane qu'en Martinique et qu'en Guadeloupe. Donc, ce séminaire a pour objectif de permettre le débat, parce qu'il y a un moment que le SPEC interpelle toutes les instances pour instaurer un débat démocratique sur la question de l'université, de l'UAG, puisque, comme tout le monde le sait, l'UAG, c'est pas d'aujourd'hui, est en crise. Donc, le 20 octobre, justement, nous avons donné la position du SPEC concernant justement cette crise. Et de notre point de vue, la situation de la Guyane n'était nullement, disons, la situation de crise n'était pas provoquée par ce qui se passe en Guyane, mais en fait, le SPECSUP estime qu'il y a une crise profonde du fonctionnement institutionnel et territorial de toute l'université, de l'UAG, et ce y compris en Guadeloupe et en Martinique, donc les trois pôles. Et donc il y avait un dysfonctionnement, on va dire dysfonctionnement structurel même. Donc on a interpellé, on a par été interpellé, en étant presque prédicateur, puisqu'on prévoyait qu'il y aurait une crise à terme sur chacun des pôles si on ne faisait pas réellement quelque chose, si on n'instaurait pas véritablement un débat. Et finalement, aujourd'hui, on est dans une situation de crise, alors tout le monde l'admet, et ben, c'est l'occasion pour nous, SPECSUP, de débattre en toute convivialité, en toute sérénité, et surtout dans le calme, pour essayer de trouver une solution. Alors nous, ce qu'on préconise, on le dit d'emblée, c'est que tout le monde se mette ensemble, qu'on échange tous, de manière à ce que des solutions les meilleures pour les étudiants, qui devraient être notre première priorité, sortent donc de ces discussions. Alors, pour ce qui est de l'organisation du séminaire, nous allons d'abord parler du fonctionnement et des dysfonctionnements de l'UAG, donc c'est Céline Rémy qui va le faire. Ensuite, nous parlerons du processus engagé en Guyane et de ses conséquences sur le fonctionnement de l'UAG. C'est René Pochon qui va nous faire un petit topo là-dessus. Et ensuite, nous allons nous interroger sur les évolutions législatives et réglementaires que nous considérons comme de véritables défis pour l'université en Guadeloupe. Et c'est Frédéric Girardin qui nous fera un topo là-dessus. Et d'ailleurs, je vous renvoie, pour ceux qui ne les ont pas encore lus, à tout ce que nous avons écrit depuis janvier 2013 sur cette question-là. Depuis mai-juin 2012, nous réfléchissons, mais nous avons effectivement proposé des pistes de réflexion, de débat précisément, en janvier 2013, et aussi en septembre, où nous avons envisagé des solutions possibles, parce que de toute façon, il semble qu'avec la nouvelle configuration législative,
C'était justement l'opportunité de réfléchir à la situation de l'AG qui, tout le monde le reconnaît, dysfonctionne. Ça, je crois que ça, au moins, ça fait l'unanimité. Donc voilà. Et puis ensuite, alors après ces 3 interventions, nous allons pouvoir, nous espérons pouvoir avoir un long temps d'échange et de débat. Voilà. Alors, je précise également que nos modérateurs pour l'après-midi seront Madame Suzy Gaucher-Cassalis, Monsieur Elie Jazor, Monsieur Philippe Verdol et Monsieur René Beauchamp. Voilà. Alors, une précision, les modérateurs, mais je pense qu'on n'aura pas lieu de les convoquer trop fort, sont là pour modérer la parole au cas où il y aurait des éclats un peu trop vite de voix. L'objectif, ce n'est pas du tout de faire du procès d'intention à qui que ce soit, c'est d'ouvrir le dialogue, de réfléchir aux problèmes et d'essayer de commencer à organiser une réflexion collective sur ces résolutions. Donc je passe la parole à Céline Rémy qui va donc nous parler du fonctionnement et des dysfonctionnements de l'UAG. Bien, bonsoir. Alors, je le dis tout de suite, ça sera une intervention qui pourrait prendre la forme de témoignage ou que sais-je. Je me base sur le vécu, puisque en fin de compte, je vais dire que j'ai la chance d'avoir pu évoluer à la fois en Martinique à un moment, d'avoir évolué en Guadeloupe, d'être attaché à la faculté des sciences juridiques et économiques de Guadeloupe, mais d'intervenir en fin de compte aussi en fac de sciences. Et puis, de temps en temps, formation continue en médecine. Et donc, ça permet, en plus de l'activité syndicale et des OCT, donc ça permet quand même d'avoir une vision, quelque part, un peu transversale, en plus de l'organigramme que certains peuvent pratiquer dans des bureaux. Sachant qu'en plus, je ne suis élue nulle part, sauf en fait pour le SPEG. Donc, sans responsabilité a priori, ça permet des fois d'être une petite souris et de voir les choses sous un autre angle. Donc, je vais essayer, en fin de compte, de traiter cette partie avec cette approche. Donc, en fin de compte, justement tout à l'heure, j'étais dans l'auditoire et je discutais avec quelques étudiants qui étaient là en leur disant, écoutez, aussi des collègues, en leur disant, écoutez, on voudrait qu'on les nôtres et on voudrait, si possible, que ça ne soit pas en fait qu'un seul courant. Donc, est-ce que si vous voulez les retrouver, est-ce que vous pouvez nous les donner après? Comme ça permettra d'avoir une archive qu'on pourra peut-être se partager et une capture avec des visions transversales, même au niveau de la prise de notes. Donc, je le dis peut-être largement à d'autres, on ne sait jamais. Mais bon, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'à un moment, il y a un étudiant qui m'a interrogé pour me demander Madame, excusez-moi, mais comment ça s'organise en fait au niveau des pôles? Il y a le président, d'accord, mais à part ça, au niveau des pôles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un président, il y a un vice-président. Donc en fait, je pense que je vais partir de là. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont là ne savent pas forcément, à la date d'aujourd'hui, quelle est l'organisation, si je puis dire, de l'université. Donc en fin de compte, l'université, ça tout le monde le sait. C'est une université qui est multipolaire puisqu'elle est en fin de compte localisée ou implantée sur 3 territoires géographiques, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, ça tout le monde le sait je pense. Et en fin de compte, comment est-ce que ça s'organise du point de vue institutionnel, dirons-nous? En fin de compte, nous avons le directoire de la gouvernance qui est composé du président et de son CA, du conseil d'administration. À côté de ça, nous avons les instances centrales qu'il y a dans toute l'université qui sont le conseil scientifique ainsi que le CEVU. Et en fin de compte, du fait des adaptations qui ont eu lieu depuis la loi LRU, il y avait déjà en fin de compte des instances organisationnelles au niveau des différents pôles de l'université, qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque, qu'on appelait des cures et de ces cures, ou des raisons historiques sur lesquelles on ne reviendra pas, ont émergé ce qui s'appelle maintenant des PUAN, des pôles universitaires régionaux. Donc il y en a un en Martinique, un en Guadeloupe et un en Guyane. Alors chacun de ces PUAN est doté de vice-présidents de pôle chargés en fin de compte de la gestion de tout ce qui est nécessaire au fonctionnement, à la coordination des activités en fin de compte sur son pôle. Alors pour cela, chacun des vice-présidents de pôle se voit adjoindre ce qu'on appelle un service universitaire de pôle, un SUP. Et à côté de cet appareil, on va dire administratif, on va retrouver, en fin de compte, puisque l'université, elle est toujours dotée pour son fonctionnement
à côté des composantes qui sont chargées de la formation et de la recherche, qui sont dotées de services communs. Donc, sur chacune des pôles, on va retrouver, ou on peut retrouver des émanances, ou des émanations des services communs sur chacune des pôles. D'accord? Donc, en fin de compte, chacun des pôles a à sa tête un vice-président de pôle. Et puis, à côté de ça, il y a également le conseil consultatif de pôle, la CCP, du point de vue politique, si on peut dire ça comme ça, qui elle-même est composée, en fin de compte, des administrateurs qui sont élus au CA pour le pôle, sachant que je reviens derrière en disant qu'au niveau du CA, ce qui est important de capturer également, c'est qu'au niveau du conseil d'administration, il y a égalité du point de vue des pôles, c'est-à-dire qu'il y a autant de représentants pour chacun des pôles, en fin de compte, au niveau du conseil d'administration. Bon, alors, il y a des missions, en fin de compte, au niveau de l'université, qui sont des missions sur le niveau de toutes les universités, donc à la fois en termes d'enseignement, de recherche, d'insertion en fin de compte professionnelle pour les étudiants, mais également des missions au niveau des relations internationales. Voilà, vulgarisation de la science également. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que l'on peut voir? Je ne suis pas allée jusqu'au niveau des composantes, mais il faut quand même souligner également que, ma foi, l'université, pour pouvoir remplir ses missions, étant dotée de composantes, il y a une réalité. Les composantes sont en fait compte les UFR, les unités de formation et de recherche, mais également, ça peut être aussi des instituts ou des départements. Alors, en fin de compte, des départements interfacultaires. Nous avons une répartition de ces différentes entités de formation et de recherche qui n'ont pas forcément le même statut sur les différents pôles. On a par exemple les lettres qui sont représentées à la fois en Guadeloupe et en Martinique, ainsi qu'en Guyane. Nous avons le droit séparé pour le droit, mais avec des formes en fin de compte, je dirais, de structures qui ne sont pas analogues, et il en est de même pour la science. Bon, pour les sciences. Maintenant, qu'est-ce qui se passe du point de vue du fonctionnement quotidien? Alors, on se retrouve avec, au niveau de certaines... Si déjà on regarde sur un pôle, je vais prendre le cas du pôle de la Guadeloupe que je connais très bien. Si on regarde au niveau d'un pôle, on se rend très rapidement compte que d'une composante à une autre déjà au sein du pôle, le fonctionnement, la transmission des informations, les procédures, etc., il y a énormément de différences. Il n'y a pas forcément d'unité au niveau des calendriers. Je prends des exemples tout bêtes. On va prendre un enseignement qui va être transversal, qui va être délivré pour l'ensemble des étudiants de la licence première année. On va se buter dans notre quotidien, en fin de compte, au bon fonctionnement de cet enseignement, tout simplement parce que les calendriers, en fin de compte, d'une composante à une autre sur le même pôle ne sont pas pareils. Bon, nous passons. À côté de ça, si on regarde au niveau, je vais prendre notre cas très sensible, je parle de fait d'actualité, prenons le cas des missions. On a en fin de compte les enseignants-chercheurs, les doctorants, etc., qui sont amenés à se déplacer d'un peu les besoins de leur activité hors du département entre pôles ou alors carrément en dehors de l'université. Au niveau, alors il y a une procédure qui est normalement la même, qui est uniforme pour tous les personnels au sein de l'université. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver confronté à des situations en fin de compte où des personnels se retrouvent obligés de refaire le même travail, tout simplement parce qu'à un moment, on a, du point de vue administratif, un changement en fin de compte de personnes chargées de gérer les missions, et ce changement de personnes chargées de gérer les missions, en fin de compte, ne s'inscrit pas dans la continuité de ce qui était fait, et donc cette personne arrive et dit, sans juger si c'est fondé ou c'est pas fondé la décision qu'elle prend, elle dit qu'en fin de compte, la façon dont ça se passe, ça n'est pas normal parce que ça fait perdre de l'argent à l'établissement, donc résultat, tout le système est bloqué, tous les dossiers sont envoyés aux différents services, ce qui génère énormément de travail en fin de compte pour les personnels. Je prends ces deux petits exemples pour une raison bien simple. Parce qu'en fait, pour ce qui transparaît déjà de manière évidente, c'est que du point de vue de la gestion au quotidien, le fait qu'il y ait... il y a deux choses qui gênent, qui posent problème. C'est déjà la notion de continuité du service au sein même de pôles ou entre les pôles à cause des architectures qui diffèrent ou des appareils qui diffèrent en fin de compte pour chacune des missions. Mais en plus de ça, on a énormément de turnover, énormément de changements en fin de compte au niveau de l'appareil, de gestion, etc. Et ce qui fait que, également à ce niveau-là, il y a
il y a également des problèmes en fin de compte en termes de continuité, puisque lorsqu'une personne arrive, qu'elle soit à un niveau administratif pur ou qu'elle soit à un niveau politique, elle remet en question tout ce qui a été fait, et je dirais que du point de vue de la culture qui est pratiquée au sein de cet établissement, remettre en question ce qui est fait, ça veut dire tout arrêter, tout annuler, repartir en arrière. Avec des conséquences qui peuvent paraître anodines, mais en fin de compte, la cascade pose pas mal de problèmes. Bon, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire concernant la problématique des dysfonctionnements, en essayant de prendre de la hauteur, et pour que ça ne soit pas uniquement du point de vue de la gestion. Alors tiens, je vais m'attaquer peut-être au niveau, je dirais, politique, parce que quelque part, tout le reste découle de là. Il semble, après réflexion, que de la façon même dont les choses ont été pensées, de la façon même dont les statuts ont été construits, en fin de compte, jusqu'à aujourd'hui, les élus représentants des pôles ont été avant tout des représentants de l'institution UAG, ont été des administrateurs, et en fin de compte, ils ont gagné ou récupéré une casquette de gestionnaire de pôle, pas forcément avec les moyens qu'il fallait, mais sans vraiment qu'ils s'en soient rendus compte, ou en tout cas qu'ils l'aient appréhendé. Je dis les choses telles que, elles sont perçues. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, si on regarde bien, ne serait-ce que les professions de foi qui sont lancées, il y a un appel à candidature en gros pour pouvoir être administrateur de l'université. Il est dit dans les statuts que dès qu'on est administrateur de l'université, on sera forcément au niveau du pôle, mais en fin de compte, vous n'avez qu'à reprendre, je ne parlerai pas de la dernière élection, mais vous n'avez qu'à reprendre des professions de foi, etc. Vous vous rendez compte qu'en fin de compte, on a été focalisé sur en fin de compte la fonction d'administrateur. Donc là, ça fait qu'il y a un esprit, si je puis dire, au niveau des élus, de l'institution, avant qu'il y ait quelque part l'esprit pôle qui permettrait de questionner ou de regarder du point de vue des dysfonctionnements au niveau du pôle. Comment déléguer pour pouvoir ensuite faire remonter les choses et qu'elles soient traitées ou croiser les problèmes pour essayer d'en tirer en fin de compte les points communs, pour essayer d'apporter des solutions, je dis des solutions en termes de solutions transversales qui pourraient correspondre à la réalité de chaque terrain. Bon, derrière ça maintenant, ponctuellement, lors des dernières élections, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est mon humble avis. Lors des dernières élections, on s'est retrouvé en fin de compte avec une élection où les administrateurs élus pour, je pèse mes mots, des administrateurs élus pour certains pôles ont d'abord choisi d'être élus pour leur pôle et non pas pour pouvoir être porteurs en fin de compte de l'institution. D'accord? Alors que sur d'autres pôles, c'est l'inverse qui a été fait. Et les gens ne se sont pas forcément rendus compte de cela. Donc ce que je suis en train de dire simplement, c'est que du point de vue de la culture, du point de vue de l'esprit, l'esprit universitaire, l'UAG peut être unitaire sans entrer dans les clivages, les luttes de pouvoir, etc. Donc on sait tous qu'elles existent, hein. Mais foncièrement, fondamentalement, les personnes qui sont en place actuellement étaient déjà dans une autre dynamique que la dynamique en fin de compte qui a permis jusqu'à présent à ce que l'appareil puisse plus ou moins tenir. Bon, je ne vais pas m'avancer plus sur ce terrain qui est un petit peu sensible, qui est le terrain politique. Et puis, pour terminer, je dirais également que au niveau... l'autre chose qui semble poser problème, c'est en fin de compte, au niveau de la culture, au niveau de l'appréhension par les décideurs de l'établissement de ce qu'il convient de faire, quel que soit le pôle, il y a deux choses a priori qui ne sont pas assez ou qui n'ont pas été assez mises en avant, assez perçues. En fin de compte, que l'établissement ne peut pas exister et que l'établissement est censé être au service. Je sais que ça va faire sauter plein de personnes, on pourra discuter, on va débattre, on va prendre des exemples après, pour pouvoir être au service de ce qu'on appelle les étudiants et de leur réussite. Bon, il y a cet aspect-là. Et l'autre aspect maintenant, c'est, pour ça, en fait, je n'ai qu'à me poser la question, j'entends beaucoup de personnes, beaucoup de représentants dire maintenant, il ne faut pas aller dans la précipitation, il ne faut pas remettre les choses maintenant dans la précipitation du point de vue de la structure de l'établissement et tout ça, mais si on prend le temps de regarder quelles sont les personnes qui sont en train de formuler ces éléments, ce sont quand même des personnes qui ont été
en position de responsabilité et en position de pouvoir faire démarrer, en fin de compte, des discussions, des débats, des échanges, pour pouvoir penser, en fin de compte, l'évolution de leurs discussions, alors qu'eux-mêmes disaient que cette évolution était nécessaire pour certains depuis 10, depuis 15 ans. Donc, bon, je pense que du point de vue des dysfonctionnements, si je dois résumer, je dirais que c'est vrai qu'au quotidien, il y a des dysfonctionnements qui sont dus, en fait, comme le dit la gouvernance actuelle, à des problèmes de procédure, à des problèmes organisationnels, à des problèmes d'incompatibilité, en fin de compte, des divisions et des règles de fonctionnement au sein même d'un pôle, voire entre pôles, sans même parler de manière déconnectée déjà des problématiques de territoire qui viennent s'appuyer maintenant, puisque chaque politique maintenant dans son territoire a sa chose à dire et a son orientation de donner. Mais de l'autre côté, il semble que les dysfonctionnements, en fin de compte, tels qu'ils existent au sein de cet établissement, ils viennent aussi d'écouter des postures, en fin de compte, individuelles qui sont prises par les décideurs et qui font, en fin de compte, une culture. Il n'a pas pu y avoir émergence réellement, mais plutôt disparition, en fin de compte, d'un esprit institutionnel plus âgé qui aurait traversé toutes les couches jusqu'à la couche la plus basique, aussi bien chez les étudiants que chez les personnels. Bon. Donc, je pense que je m'arrêterai là, sauf si ce n'est pour pouvoir rajouter un dernier point, c'est sous forme de question. Lorsqu'on fait une compte, les problèmes ne sont pas simplement des problèmes de procédure, des problèmes de méthode sur lesquels on peut se mettre d'accord, sur lesquels on peut lui poser un cadre. Mais lorsque les problèmes, en fin de compte, sont des problèmes qui sont du fait de ceux qui doivent mettre en musique les procédures, les cadres, quels qu'ils soient, sachant que ceux-ci sont amenés à évoluer. Je pense qu'on doit arriver à une question qui est la suivante. Quels moyens peuvent permettre de sécuriser au maximum les bases du fonctionnement de l'établissement pour qu'en fin de compte, la position à un moment donné d'un élu ou d'un groupe d'élus, d'une entité ou d'une autre au sein de l'établissement, qu'elle ne puisse pas faire remettre en question tout le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement. Et je prendrai juste un exemple. Prenons le cas de la crise actuelle sur laquelle je vais avoir un collègue qui va développer tout à l'heure. Eh bien, une incidence bête et méchante, c'est que des instances qui doivent forcément se réunir pour pouvoir se pencher sur quand même des problématiques qui sont essentielles, quand on sait, ne serait-ce que la problématique des contractuels, quand on sait que les contractuels, en fin de compte, représentent une bonne proportion, non seulement des personnels de l'établissement, mais en plus une bonne proportion des tâches permanentes, et quand on sait qu'en fin de compte, la contrainte d'une bonne partie de ces personnes qui arrivent en décembre, quand on sait qu'en fin de compte, ces instances n'ont pas pu se réunir pour pouvoir acter ce qui permettrait, en fin de compte, que la reconduction de leur contrat ainsi que leur permis soit assuré en janvier. On est en fin de compte à 4 jours de l'échéance pour que ça ne soit plus possible. Eh bien, pour moi, voilà quand même une illustration assez évidente du fait que, au niveau des dysfonctionnements, l'établissement est bien trop fragile du point de vue même de ses règles de fonctionnement, du point de vue même de sa, comment dire, des mécanismes de fonctionnement qui existent au sein de cet établissement. Il est bien trop fragile face à des événements tels que, ponctuels, tels que la grève, ou tels que, en fin de compte, des suppressions, des changements de poste sans filage, etc., etc. Voilà. Nous te remercions. Je vais maintenant passer la parole à René Beauchamp qui va nous parler de la situation en Guyane et de ses conséquences sur l'UAG. Oui, je vais être court parce que la Sophie levé qu'elle devait faire. Je vais être court tout simplement parce que ce n'est pas la peine de revenir sur toute l'historique de ce qui s'est passé en Guyane. La grève qui a commencé en Guyane en octobre, dans toute la communauté guyanaise, elle est le fruit d'un mal-être des Guyanais depuis déjà assez longtemps. Je crois qu'il y a eu déjà beaucoup de problèmes je ne reviendrai pas sur tous les problèmes qui ont été posés, où les Guyanais se sentaient un peu délaissés. Personnellement, en tant que responsable syndical, j'ai vécu cette question au moment de la session de l'Académie anti-Guyane, et j'avais le sentiment de me retrouver dans le même type de problématique. Puisqu'à l'époque, ce sont les Guyanais qui effectivement ont exposé
l'Académie anti-Guyane à partir de problèmes très concrets qu'ils avaient et du fait qu'ils avaient au moins 3000 élèves non scolarisés en Guyane et que les structures scolaires ne correspondaient pas du tout aux besoins de la Guyane et que l'Académie était incapable de répondre à cette demande, c'est à partir de là que l'explosion a commencé en Guyane et a abouti à la création de 3 académies. Donc on s'est retrouvé dans une situation où, à partir d'un certain nombre de problèmes concrets qu'ils ont rencontrés à la rentrée, le problème de la licence professionnelle, à d'autres types de problèmes, donc je ne vais pas détailler là-dessus, il y a eu un ras-le-bol et ils ont posé dès le départ la question de l'autonomisation de leur université et de tous les problèmes de dysfonctionnement qu'il y avait à l'intérieur de leur université. C'est vrai qu'à ce moment-là, le problème de la création n'était pas posé d'une académie, pas d'une académie, d'une université de Guyane n'était pas posé, mais il ne faut pas oublier que lors des assises sur l'université qui avaient été faites, les Guyanais avaient déjà fait acter leur position qui était une université de plein exercice. Donc, cette question était sous-jacente, même derrière le problème de l'autonomisation, et en fin de compte, petit à petit, elle s'est imposée aussi dans leurs revendications à ce niveau-là. Donc, il y avait des revendications d'ordre matériel sur le fait qu'il n'y avait pas de transport, la restauration, il y avait toute une série de problèmes comme ça, de problèmes de construction, qui ne relevaient pas directement peut-être uniquement de l'université anti-Guyane, mais qui relevaient aussi des autorités locales et de l'État, et il y avait un certain nombre de décisions à prendre. Toujours est-il que cette revendication s'est transformée en particulier petit à petit, avec aussi une autre chose dans les revendications qui était importante, c'est qu'il demandait la démission, pratiquement, enfin, il demandait à ce qu'on disqualifie la gouvernance qu'ils avaient actuellement au niveau de l'université, c'est-à-dire aussi bien le ministre de l'Emploi que notre responsable à l'IEG en Bretagne. Donc, à partir de ce moment-là, un problème se posait. Et s'est posé, effectivement, celui de la démission de responsable qui avaient été élus eux-mêmes par la Guyane et qui posait un problème de décision politique et qui posait problème aussi à la direction de l'université, ça se comprend très bien. Et si bien que lors des discussions, et comme ils avaient mis ces problèmes au préalable, il y avait une crispation autour de ces problèmes, et c'est ce qui a motivé le fait qu'ils demandaient en plus l'envoi d'une délégation, d'une médiation ministérielle. Alors, ce qu'il faut déjà remarquer à ce niveau-là, au niveau de ce conflit-là, c'est qu'effectivement, il y a eu envoi d'une médiation ministérielle, mais c'est vrai aussi que la médiation ministérielle, on n'a pas ajouté à la médiation ministérielle la présence de la direction de l'université de l'UAG. Moi, j'ai vécu cette période-là à un moment pour l'université de l'Académie de Guadeloupe, et même si nous avions demandé la présence d'un médiateur, il y avait un recteur Julinaire et d'une délégation ministérielle qui était venue en 1998, mais le recteur était associé à cette médiation depuis le début des négociations jusqu'à la fin. Ça n'a pas été le cas pour l'université anti-Guyane, ce qui peut effectivement déjà poser un problème sur la manière dont on a voulu résoudre la crise guyanaise à travers ça. Puisque une fois que ça a été fait comme ça, c'est comme si on disqualifiait la direction de l'UAG au niveau des négociations et des discussions, ce qui n'est pas normal et qui n'est pas correct. Deuxièmement, c'est qu'on a pu constater que cette médiation qui a été menée, en réalité, cette médiation a été faite et ses conclusions n'ont même pas été communiquées à l'université anti-Guyane, à la direction de l'université anti-Guyane. Et qu'on a pris des décisions par la ministre, qui avait parfaitement peut-être le droit de prendre ces décisions, mais qui aurait pu avoir la correction au moins d'informer la direction de l'université anti-Guyane, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui n'a pas été fait. Ce n'est pas normal et ce n'est pas un fonctionnement normal, puisqu'on a encore une université anti-Guyane, même s'il y a médiation et un certain nombre de décisions à prendre, elle devrait respecter un certain nombre de réalités qui existent. Sinon, ça signifie qu'on disqualifie complètement la direction de l'UAG et qu'on prend des décisions par-dessus sa tête.
même si on peut estimer que la direction de l'UAG n'a pas fait. Ça, c'est des problèmes d'interprétation, de conception, etc. Mais il n'empêche que la décision a été prise au mépris, quand même, de la direction de l'UAG, ce qui n'est pas normal à ce niveau-là, ou alors ça veut dire qu'il n'y a plus d'université de libre exercice qui fonctionne, et que, bon, les décisions peuvent être prises, je ne sais pas, par occasion, par décret, par ordonnance, qu'il faut décider à la place des autres. Donc, quel que soit ce qu'on peut penser, et nous, au niveau du SPECSU, nous avons dit que nous soutenons la volonté des Guyanais d'arriver à une autonomisation de plus en plus poussée de leur rôle, et même pour l'université, d'aboutir à une université de plein exercice. Mais sur la manière de résoudre le problème, il faut constater que l'État a pratiquement mis out la direction des instances de l'UAG, qui sont les instances quand même qui ont été élues, pour pouvoir prendre des décisions par elles-mêmes. À partir du moment où l'État a avancé un certain nombre de décisions, des décisions qui d'ailleurs n'ont pas fait l'unanimité chez les Guyanais, puisque jusqu'à présent l'intersyndical est en mouvement, et l'intersyndical pose un problème qui est celui du fait que les décisions sont faites, et qu'elles ne fixent pas de calendrier, et qu'elles ne fixent pas de date. Les décisions qui ont été prises, c'est de, premièrement, dissoudre la direction au niveau du pôle, c'est de nommer un administrateur provisoire, c'est de répondre par l'affirmative à toutes les revendications dans le matériel, mais ça, ce n'était pas l'essentiel des revendications qu'il posait. Sur le problème de la mise en place de la licence, il posait la mise en place de la licence tout de suite. Le ministère le pose pour 2014, donc là aussi il y avait pour eux un flou. Et autre chose, c'est que sur la création même de l'université de Guyane, le collectif et le mouvement de grève exigeaient qu'il y ait un décret ou un calendrier clair pour pouvoir fixer tout cela. Donc, même la décision prise au niveau du ministère n'était pas une décision qui était véritablement c'était une décision qui était prise sans véritablement qu'il y ait une discussion sur la décision qui allait être prise. Donc, à ce niveau-là, par contre, la décision de la ministre pose un problème qui est clair. C'est qu'en actant l'autonomisation de la Guyane, non seulement les responsables qui étaient en place, en mettant une direction provisoire et en annonçant que c'était pour arriver à une université de plein exercice en Guyane, à partir de ce moment-là, il était clair que cela signifiait que l'université des Antilles-Guyane n'existait plus. Et que n'existait plus au moins à terme. Et qu'on allait vers on ne sait pas pourquoi, parce que la ministre n'avait pas donné le point de vue sur quel serait ce qu'elle avait déjà commencé à donner son point de vue, autant le donner surtout, quelle serait l'avenir de l'université Antilles-Guyane. Donc, le problème maintenant se pose de manière très claire et très nette, c'est que même si il y a des conflits d'intérêts en Guyane, puisque nous savons tous que nous avons entendu dire que sur le problème des dates et autres, manifestement il y a des divergences, bon, il y a des mésententes. Mais sur le fond, qui est la création d'une université de plein exercice en Guyane, tout le monde est d'accord en Guyane. Même ceux qui n'étaient pas dans le mouvement, ils commencent à sortir la tête et étaient d'accord. Donc, tout le monde est d'accord. Donc, ça signifie qu'on acte le fait qu'il n'y a plus d'université anti-Guyane. Pourtant, il y a des instances élues, il y a un certain nombre. Donc, on est entré dans une période transitoire. Et cette période transitoire, il faudra bien qu'on puisse la mettre à profit et l'aborder pour savoir comment on va continuer au niveau de l'université et quels sont les moyens de gouvernance qu'on se donne, quels sont les objectifs qu'on se fixe, qu'est-ce qu'on veut pour chacun des trois pays composant l'université des Antilles-Guyane, et aussi savoir si on veut 3 universités indépendantes ou alors si on a quand même l'intention de mettre en place une communauté d'universités et qu'il y ait quand même une direction au moins concertée ensemble, d'intérêt commun sur l'ensemble des questions qui se posent.
Donc, les problèmes qui se posent actuellement sont des problèmes quand même suffisamment importants et graves. Et dernier impact, c'est que comme l'ordonnance qui gère l'université arrivera à son terme, je crois, le 24 juillet 2014, il faudra bien que nous mettions à profit ce temps qui nous reste pour pouvoir débattre au niveau des différents pôles et savoir exactement comment, ce que nous voyons pour l'avenir de l'université dans les Antilles et dans la Guyane, et comment nous voyons son évolution et comment nous la voyons en termes non seulement de gouvernance, mais en termes de projets, de perspectives, parce qu'il s'agit d'élaborer des projets qui puissent nous amener à effectivement avoir un enseignement universitaire de qualité et non pas nous retrouver du jour au lendemain avec nous. Parce que nous l'avons vécu aussi au moment où nous étions Académie Antilles-Guyane. Du jour au lendemain, quand il y a eu l'explosion, nous nous sommes retrouvés avec des structures. En particulier, les camarades ont dit, pas question de toucher à ce que nous avons. Nous pouvons comprendre ça à ce réflexion tout à fait normal. La Guyane, c'est elle qui avait, et il y avait eu un mouvement, elle vient de partir de zéro, il y avait eu un mouvement, et en Guadeloupe, moi je me rappelle, que nous sommes restés pendant pas mal de temps, avec simplement les structures de l'université, de l'Académie de Guadeloupe, de l'inspection académique de Guadeloupe, sans aucun personnel en plus, où le traitement des enseignants ayant été fait en Martinique pour la Guadeloupe toujours, et au bout d'un moment, la Martinique nous a dit, bon, écoutez, nous sommes fatigués de continuer à traiter pour vous, voilà vos affaires, prenez-les et débrouillez-vous, commencez à les traiter vous-même, et en dessous de l'inspection académique, nous avons eu des tonnes et des tonnes de carton avec là-dedans tout l'historique financier, administratif des enseignants là. Et le municipal pouvait mettre de l'eau sur tout ça. Et qu'il nous a fallu entrer en grève en 1998, de environ pendant 3 jours et 3 nuits, avec le recteur dans une pièce pas plus grande que le bureau de la présidente de l'université là-haut, pour qu'on puisse nous envoyer une délégation ministérielle et pour qu'on puisse nous dire effectivement il y a un problème et qu'on puisse obtenir plus de 5 postes, etc., pour pouvoir mettre en place l'Académie de Guadeloupe. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont simples, ce sont des choses qui demandent beaucoup de réflexion, beaucoup de discussion, et il ne s'agit pas simplement de dire on divorce, mais il s'agit de dire comment on va vivre après. Donc, voilà en gros ce que je peux dire en ce qui concerne les problèmes qui se sont posés, à partir de la Guyane et qui impactent maintenant l'université du Guyane et nous mettent devant une situation nouvelle. Merci René. Comme notre secrétaire de section, mais je vais prendre le relais, puisque je suis chargé, Frédéric Jardin, je suis secrétaire général adjoint du SPEC, chargé d'enseignement supérieur, et je travaille à la DOSIP sur le campus. Sur un service commun, donc je connais aussi les 3 pôles, puisque le service est tripolaire, et j'ai connaissance des difficultés de chacun des 3 pôles. René Beauchamp vous a présenté la crise de la Guyane et vous a fait le parallèle avec les conséquences que ça a pour l'organisation d'un système éducatif ou d'une institution éducative quand il y a rupture de la coopération entre les 3 entités géographiques. Je voudrais être ici pour parler des évolutions législatives et réglementaires et les défis que ça pose pour notre université ou pour les 3 universités. La question est posée. Elle est posée par la loi elle-même. C'est ça qu'il faut dire. En fait, les débats qui ont provoqué beaucoup d'émotions, et on peut le comprendre, en Guyane, parce que ça fait 4 semaines, 5 semaines qu'ils sont en grève, et qu'il n'y a pas de résolution en fonction de leur desiderata, donc ça crée forcément l'émotion de la fatigue d'énervement. En Guadeloupe, comme la présidente de région a pris parti il y a quelques semaines de dire nous sommes favorables la région Guadeloupe est favorable à la création d'une université de plein exercice, et bien évidemment en concertation avec la communauté universitaire de la Guadeloupe.
Ça crée une émotion nécessairement en Martinique, qui se retrouve le seul pôle où le président de région a été le dernier à prendre position hier, je crois, pour dire qu'il faut conserver l'unité de l'établissement, M. Letchimy, mais bon, dire je veux conserver l'unité de l'établissement alors que deux présidences de région viennent de dire au nord et au sud il faut une université d'exercice, ça devient très compliqué et ça rajoute de l'émoi et de l'émotion dans les trois communautés universitaires nécessaires. D'aucuns disent, qu'est-ce que c'est que ces politiques qui prennent parti dans les affaires universitaires? Mais je renvoie à ce que Sylvain nous a présenté. Nous avons des problèmes de fonctionnement et de fonctionnement tripolaire de cette université, où les instances n'ont pas pris suffisamment suffisamment en amont le problème de comment on fait évoluer, comment on prépare l'évolution de la gestion pluriterritoriale de cette université. Ça a été tenté par la présidence précédente, mais pour une raison que je cherche toujours à trouver ou à expliquer, ça a été stoppé en cours de route. Et je trouve nous trouvons aussi que il serait injuste de se flageller soi-même en se disant on a dysfonctionné, on n'a rien vu venir, etc. Quand le gouvernement français nous a imposé un calendrier des élections universitaires où on a eu un administrateur provisoire de fin octobre jusqu'au 25 janvier, une administration provisoire pour gérer les affaires courantes, où il y avait donc pas impossibilité de construire un débat de préparation après les assises de l'enseignement supérieur sur comment on se prépare, comment on prépare chacun de nos pôles et notre interrégion à fonctionner. Et deuxièmement, on a eu, le temps qu'une nouvelle gouvernance se mette en place, du 25 janvier jusqu'aux premières réunions des conseils après la désignation des vice-présidents et des membres, des personnalités représentées au CA de l'établissement, on était déjà rendu à la mi-avril. À mi-avril, 2 mois après, ou 3 mois après, la nouvelle loi a été votée sur l'enseignement supérieur et la recherche. Le gouvernement l'avait passée en urgence au Parlement. On a une loi qui date du 22 juillet. Donc, grosso modo, ni la nouvelle gouvernance, ni les communautés universitaires régionales de chacune des entités de l'UAG n'ont pu se préparer. Et là où nous, organisation syndicale, on s'est battu avec la nouvelle gouvernance, mais nouvellement arrivée qui n'a peut-être pas pris la mesure de la chose, on s'est battu avec tous les politiques. Nous avons alerté l'ensemble, Premier ministre, ministre de l'Enseignement supérieur, tous les députés et sénateurs des 3 régions et les présidents des 3 régions pour dire attention, il ne faut pas une ordonnance pour l'UAG, il faut se battre pour avoir une partie législative propre à l'UAG. Ou s'il n'y a pas de partie législative propre à l'UAG, il faut que l'UAG soit dans le régime commun de la période transitoire pour préparer sa nouvelle configuration, parce que ordonnance, ça veut dire, on entend depuis quelques jours, oui, on veut un décret en Guyane au lieu d'une ordonnance. Une ordonnance est une loi organique d'exception de normes législatives supérieures à un décret. Le décret n'est jamais que la feuille de papier qui dit comment on va mettre en place, là, on va mettre en action la loi. L'ordonnance est une loi supérieure, organique, quasi constitutionnelle, où seul le gouvernement a été habilité par la loi du 22 janvier à dire l'avenir de l'UAG par la loi. Et donc, ce que vient de faire la ministre en Guyane, elle vient de prendre toutes ces prérogatives que lui donne la loi du 22 juillet 2013. Et donc, il y a un conflit. Il y a un conflit entre liberté et autonomie universitaire de ces instances, mais comme ces instances ne peuvent pas se réunir et fonctionner, la chose qu'il aurait fallu faire immédiatement, dans les 15 jours qui suivaient la grève de la Guyane, quand ça ne fonctionnait pas, il n'y avait pas de résolution, c'était réunir les instances pour mettre à l'ordre du jour comment résoudre la crise, pour garder la main dans la résolution de cette crise et préparer des solutions de sortie de crise. Aujourd'hui, c'est la ministre qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement, en discutant directement avec une communauté universitaire dans son ensemble, malgré ses différences,
comme disait René Beauchamp, toute la Guyane veut une université de l'exercice. Il y a une conjonction de lutte, mais il n'y a pas une conjonction d'intérêt. Il y a une compétition. Vous avez remarqué, il y a deux collectifs. Une intersyndical, un collectif en colère, des enseignants en colère, mais toute la Guyane. L'université de l'exercice, c'est même pas discutable. Toutes les forces politiques, même opposées, ont pris position pour. Tout le mouvement associatif a pris position pour. Même le clergé a pris position pour. Le gouvernement, il dit qu'est-ce que je fais? Je mets le billet à feu ou je leur donne l'université de l'exercice. Voilà. Sauf que ça bloque le fonctionnement des institutions engagées qui avaient été configurées à parité légitimement avec les trois régions. Alors, autre élément, donc là, donc la crise qu'on connaît aujourd'hui, c'est une crise qui ne date, la crise de l'UAG qu'on connaît aujourd'hui, Frapol, c'est une crise qui ne date pas du déclenchement de la grève en Guyane. C'est quelque chose qu'on pouvait anticiper des dysfonctionnements dans ces éléments que vous avez évoqués, du passage de l'université au RCE, sans qu'il y ait eu de délibération du système de l'université. RCE, responsabilité et compétences élargies, qui rend l'établissement responsable de la gestion, y compris de la masse salariale et des emplois de ces personnels. Avec une négociation entre l'université et l'État pour renouveler le stock d'emploi et la masse salariale afférente pour l'année suivante. La programmation pluriannuelle, c'est ce qui est prévu dans l'université. Nous sommes, depuis l'élection de M. Hollande à la présidence de la République, d'une nouvelle majorité politique, dans un processus de décentralisation de l'État et de réforme des universités. Processus de décentralisation de l'État, de modernisation de l'action publique territoriale, il dit, grosso modo, les lois vont être votées d'ici 15 jours, 3 semaines. La loi de modernisation, de décentralisation et de modernisation de la politique publique territoriale. Il dit, désormais, on a fait le constat, le fonctionnement de la France centralisée, et en particulier le fonctionnement de son économie, de son rapport de la formation à l'emploi et à l'économie, ne fonctionne pas. Notre pays est en déclin, le chômage ne cesse de s'aggraver, on n'arrive pas à être sur les traits de porteurs, à l'exportation, etc. On a 60 milliards de déficit de commerce extérieur, on a de plus en plus de chômeurs, et nos industries, automobiles et autres, je parle de la France, sont du moyen de gamme, on n'est pas sur les niches porteuses. Que faire? On a appuyé notre modèle de croissance et le rayonnement économique et politique de la France sur ces multinationales, Total, le CAC 40, qui est l'instrument qui permet de remonter des richesses, notamment de l'exploitation du tiers-monde, de l'uranium obligère, du pétrole partout, etc., etc., etc. Il y avait un pacte social en France pendant 30-40 ans entre les forces sociales des employés et des salariés, les forces des grandes multinationales, le capital, on va dire ça comme ça, et l'État, l'appareil d'État. C'est OK, on garde notre puissance économique mondiale, mais en contrepartie, on assure une sécurité sociale, des retraites décentes, des salaires qui augmentent, un pacte de croissance, grosso modo. Et vous entendez depuis quelques mois le Premier ministre qui est en train de se battre pour on établit un nouveau pacte de croissance, de compétitivité et d'emploi. Parce que le précédent ne fonctionne plus. Il crée du chômage, il crée de la désespérance, il crée de la misère, et il crée du Front National. En réaction contre la crise. Donc il faut rétablir quelque chose de démocratique et une nouvelle forme de croissance. Cette forme de croissance, on va la baser sur la décentralisation. La décentralisation, ça veut dire quoi? Eh bien, on va recréer des activités, encourager la création d'activités d'avenir sur des secteurs porteurs, la révolution environnementale, le numérique, la nanotechnologique, etc., la maîtrise du changement climatique, etc., etc. Mais on ne va pas le faire avec les multinationales, puisque de toute façon, elles ne payent pas d'impôts chez nous, et dès qu'on veut qu'elles restent, ils font du chantage à l'emploi, et ils s'en vont se délocaliser en Chine ou ailleurs. Donc il faut qu'on s'appuie sur autre chose. On va s'appuyer sur des entreprises de taille intermédiaire, sur des PME. Elles sont locales, elles emploient localement, mais en même temps, qu'elles soient compétitives, il faut qu'elles soient innovantes sur des secteurs à haute valeur ajoutée. Comment faire?
eh ben, il faut faire une décentralisation qui donne la main aux régions pour développer des activités, soutenir le développement d'activités économiques pour les entreprises qui valorisent le potentiel de leur propre région, qui créent des emplois dans leur propre région, mais qui ne peuvent le faire sur des secteurs de valeur ajoutée, y compris à l'export, que si, à l'autre côté, il y a des universités qui sont de recherche, qui forment de la main-d'œuvre qualifiée, très qualifiée, de cadre supérieur à intermédiaire et de cadre supérieur, qui eux permettent de faire fonctionner des PME, des entreprises de taille intermédiaire de haute valeur ajoutée, et aussi qu'il y ait de la recherche qui permette de faire de la découverte, de l'invention, de l'innovation et du transfert de technologies qui permettront à ces entreprises-là d'être compétitives, de créer de l'emploi et de redonner de l'emploi dans les lieux de vie des habitants eux-mêmes. Et le temps que ces entreprises intermédiaires deviennent des multinationales, on a pour 35-40 ans. On recrée un pacte de compétitivité et d'emploi et croissance. Pour 40 ans, une fois qu'elles sont multinationales, je paye du impôt, je relocalise en compagnie, etc. Voilà le calcul qui est fait par cette majorité politique et ce gouvernement. Le pendant, c'est forcément la réforme des universités. Il faut les régionaliser, ou il faut que les universités soient davantage au service du développement du territoire, de l'élévation des niveaux de qualification des personnes sur les territoires, pour faire fonctionner le nouveau modèle de croissance, de compétitivité et d'emploi qui est dans les régions. Et donc il était inéluctable, et d'ailleurs on voit des articles communs entre l'article de la nouvelle loi sur les universités. Chaque région va avoir, c'est déjà inscrit dans la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, l'article 11 et 12, et dans la nouvelle loi, il va y avoir des régions sont en compétence pour être chef de file, pour coordonner, mettre en œuvre la politique d'enseignement supérieur et de recherche du niveau européen, du niveau national français, du niveau régional, du niveau infrarégional, dans son périmètre territorial. Donc il va y avoir une coopération nouvelle qui va se nouer avec les universités, et les universités qui avaient une vocation, qui était plutôt universaliste, qui n'était pas nécessaire devant des faits. La Guyane, c'est acté, c'est acté. Nous sommes devant une deuxième fête. Les lois de décentralisation et les lois d'enseignement supérieur, c'est acté. Et en plus, on a même le calendrier. Parce que, puisqu'on ne s'est pas battu contre l'ordonnance, il est écrit dans la loi, et bien, le gouvernement est habilité à prendre l'ordonnance jusqu'au jour suivant, au plus tard, la date de publication de la loi, 24 juillet 2014. Donc, il faut que nous, syndicats d'enseignement supérieur, les personnels de l'éducation Guadeloupe, disons, au lieu de nous jeter des casseroles à la figure, au lieu de succomber à nos émois, au lieu de se crisper, mettons-nous tous et toutes, sur chacun des pôles, à construire le modèle en réponse aux exigences qui nous sont faites, et par le calendrier de la loi, et par le nouveau modèle de croissance que nous mettons en place chez les autorités qui sont en place jusqu'en 2017, politique nationale. Le faire en essayant de garantir l'autonomie et la liberté qui sied aux universités, ce qui vient d'être bafoué, nous l'avons dénoncé par communiqué, par décision impérative, sans concertation des instances de libération de l'établissement, tout ce qui s'est passé en la meilleure réponse que nous ayons à faire, c'est construisons ensemble un nouveau modèle de fonctionnement avec les objectifs que nous voulons. Et si nous partageons les objectifs avec la nouvelle loi d'enseignement supérieur, nous spectateurs, c'est paradoxal pour un syndicat qui est plutôt classé autonomiste, indépendantiste. Nous partageons au moins deux valeurs. Cette loi veut élever le niveau des qualifications. Deux, cette loi veut développer les territoires. Je respecte ça aussi. Et une université normalement constituée devrait pouvoir avoir son sens. Ça ne veut pas dire autarcie. Ça veut dire qu'il faut inventer des éléments qui font que notre appareil de formation et de recherche, dans chacune de nos régions, et envisager les coopérations entre les trois, des nouvelles formes de coopération, y compris si ces trois universités de plein exercice. Il y a plein d'universités de plein exercice entre la Chine, la France, les États-Unis qui travaillent ensemble. Il y a même, la Sorbonne à Dubaï.
Il y a même je veux dire, les MOOCs, on appelle ça, les MOOCs, où Yale la formation à Delhi. Bon, donc il faut qu'on invente ça. Et au lieu de se quitter et de pleurnicher, excusez-moi de dire ça, il faut se mettre au travail et il faut relever ces défis. C'est pour ça qu'on parle de défis. Il faut les relever en priorité pour le bien-être de nos populations, le développement de nos territoires, qui sont en terrible mal de développement. Il faut le faire sur une coopération entre les acteurs du territoire. On a déjà commencé avec les acteurs économiques, avec une autre forme de coopération. Parce que les régions vont être obligées de définir des schémas régionaux, stratégiques de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Institutionnellement, à partir ou même prochainement, le plus vite possible, il va y avoir des contrats de sites qui vont être établis comme des contrats qui ont été à la région, entre le gouvernement, la région, puisque avec la nouvelle loi de décentralisation, c'est elle, la région, qui est le chef de file de la coordination de la mise en œuvre du nouveau schéma de politique publique de l'enseignement supérieur et de recherche dans son périmètre territorial. La région Guadeloupe, c'est en Guadeloupe, c'est pas en Guyane. Et la région Guyane, c'est en Guyane, c'est pas en Guadeloupe. Et la région Martinique, c'est en Martinique. C'est ni en Guyane, ni en Guadeloupe. Et sur ces priorités de développement-là, il va y avoir un contrat de site entre l'État, la région et l'université implantée dans la région pour dire voilà les priorités. Ça ne veut pas dire que l'État ne va pas abandonner ses prérogatives. Et je donne les moyens de fonctionnement de base aux universités dans chacune des régions. C'est son obligation d'État. Mais en même temps, les orientations précises de développement territorial seront données dans ce contrat tripartite. Et il faut qu'on se prépare à ça. Et plutôt que de pleurer le passé doré qui n'a jamais été doré, parce que la réunion des trois communautés universitaires régionales se sont faites dans un régime d'État centralisé, où il y avait une nécessité de faire masse critique, pour pouvoir exister et essayer de rendre service à nos territoires respectifs. Les anciens peuvent en parler beaucoup mieux que moi, ils sont là, ils l'ont fait. Donc ils ont eu besoin de la solidarité interrégionale pour créer cette masse critique. Aujourd'hui, transformons cette masse critique en masse intelligente de coopération interrégionale, où chacun a une autonomie qui correspond aux exigences législatives de décentralisation et aux besoins de réel développement de chacun des territoires. C'est pour ça que la position du SPEC, elle est allons calmement, de manière très, très réfléchie, sur la base de projets, et non pas sur la base de partage de pouvoir ou de poste, sur la base de projets pour les territoires. Allons vers 3 universités de plein exercice, qui se réuniront de manière librement consentie dans une communauté interrégionale, parce que la loi permet une communauté interrégionale d'université. On propose même de l'appeler Université des Antilles de la Guyane, une université avec un S. 3 universités. Dans un château commun, ou dans une programmation, y compris de développement de chacun de ces nouvelles universités, au service de leur territoire, de mise en commun, pas la peine de tout casser, de fonctions, d'outils, de projets mutualisés au service de chacun. Exemple, un centre de calcul. Exemple, un contrôle de gestion. Exemple, des fonctions un peu comme l'ANU et la CEPU à la fois, de formation des personnels, de transfert d'avancées techniques, administratives et autres, d'une université à l'autre partenaire. Voilà la provision qu'on fait. Et donc, enfin, c'est notre position. Nous ne voulons l'imposer à personne, à qui que ce soit. Nous la mettons au débat, mais la volonté de notre séminaire, c'est d'ouvrir un débat constructif plutôt qu'un débat de repli et de peur. Je pense qu'il faut construire l'avenir. Et nous sommes devant le fait accompli. Et construire l'avenir, la meilleure façon de le faire, c'est d'échanger des points de vue qui sont très différents, et de les confronter, de faire ce que les universitaires doivent faire, étudiants, enseignants, personnel administratif et technique. C'est se mettre autour d'une table, construire un projet, un processus, un calendrier, négocier avec l'État.
C'est-à-dire si on dépasse le délai ou pas, quelles étapes on se donne. Le calendrier est certes le 24 juillet 2014, mais parce que derrière les élections législatives, elles ouvrent aussi autre chose. Et là, ça, il faut anticiper dès maintenant. Enfin, nous, on le propose depuis le 24 janvier d'anticiper. Excusez-nous, je le dis avec nuance, mais sans animosité. La nouvelle loi de l'enseignement supérieur et de la recherche ne prévoit d'autre chose. Nonobstant l'ordonnance qui laisse la mainmise, qui donne l'opportunité, la mainmise au ministère de faire ce qu'il veut à un moment donné, mais aussi l'opportunité pour nous de configurer quelque chose qui n'est pas nécessairement homogène à ce qui se fait en France, sur de la base de notre proposition, elle donne des obligations de coopération avec d'autres acteurs locaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle donne des obligations à chacune des universités, dans chacune des régions, il y a même un article spécial pour les départements d'outre-mer, où les universités sont là pour faire valoir le rayonnement de leur propre département. Je clôt, merci Sylvie. Donc je clôt saisir pour moi. Effectivement, je conclue en disant que la loi prévoit aussi, dans chacune des régions, de créer des créations de communautés, d'universités et d'établissements, où l'université présente dans cette région sera le chef de file qui rassemblera tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et ça sera l'université qui sera le gestionnaire et le redistributeur, avec des deniers publics, pour la Chambre de commerce et d'industrie, pour l'INRA, etc., dans chacune des régions. Donc ça aussi, comment nous, université tripolaire comme on l'est aujourd'hui, sommes en capacité de gérer de nouvelles communautés régionales, intra-régionales d'universités. Je pense que la raison est de se préparer à être chacune autonome et de travailler en consortium sur des projets et des fonctions d'intérêt régional communs. Voilà, j'ouvre le débat, les questions,